Alors, mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un autre embranchement des animaux triploblastiques. Et cette fois-ci, nous allons voir les célomates. Donc, ce sont des animaux triploblastiques, célomates, à savoir l'embranchement des annélides. Alors, les annélides, généralement, ce sont des organismes que l'on trouve soit dans les eaux douces, soit dans les eaux marines, soit ils peuvent être des ectoparasites. Alors, pourquoi on les appelle annélides? Parce qu'ils sont formés par des anneaux qui sont accolés les uns aux autres. Les anneaux, c'est ce qu'on observe ici. C'est ce qu'on appelle des métamères. Donc là, ces anneaux-là, d'où leur appellation d'annélides. Donc, ils présentent une symétrie qui est bilatérale et ils présentent, bien sûr, un célon. Donc, c'est ce qu'on observe ici. On voit la présence de cavités célomiques et ce sont deux sacs célomiques à ce niveau-là. On voit que le mésoderme couvre la partie externe et il est accolé au niveau de l'ectoderme. Et nous avons une partie qui se trouve accolée à l'endoderme et ça forme bien sûr ces sacs-là qu'on appelle les sacs célomiques, d'où ce sont des animaux pluricellulaires et qui sont des célomates. Ils ont un corps métamérisé, c'est-à-dire comme ce que nous avons vu déjà, déjà la définition de la métamérisation dans le premier cours, c'est-à-dire qu'ils sont formés par des segments, ces anneaux-là qui sont accolés les uns aux autres. Donc là, nous avons une segmentation ou bien une métamérisation. Ces segments sont tous semblables. Alors, leur corps, il est constitué par des anneaux successifs, on peut les voir sur le schéma. On peut les voir également au niveau de ces organismes-là, donc du lambric ou le ver de terre, soit chez cet animal-là, cet annélide-là, qui est marin, les Nereis, donc où on peut voir la présence de ces métamères successifs et ils sont généralement séparés par une cloison. Donc, si on fait une coupe au niveau de ces annélides, on va voir la présence, si vous voulez, d'une cloison qui sépare ces segments-là ou ces métamères. Ces segments-là, ces cloisons, donc, c'est ce qu'on appelle les disépiments. Alors, le corps des annélides, il est subdivisé en trois parties. Donc, si on va étudier la morphologie externe, nous avons la tête, on peut la voir sur le schéma, bien sûr cette photo-là. Nous avons le tronc, donc c'est tout le corps de l'animal, donc c'est ce que nous observons ici, ça constitue la plus grande partie de l'animal. Et puis après, nous avons le pygidium ou bien le telson, c'est la queue, en quelque sorte, c'est la partie terminale, la partie postérieure de l'animal. Alors, la tête, on va commencer par étudier la tête. Chez les espèces carnassières, c'est-à-dire les espèces qui chassent, bien sûr, étant donné que ce sont des chasseurs, donc on va avoir une tête qui est bien développée. Donc, tel que le cas du Nereis. La tête, elle est généralement très développée comme ce qu'on observe sur la photo et elle va comprendre deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le prostomium. Pro, c'est avant, stoma, en latin, veut dire bouche. Donc, cette région-là, elle se trouve bien sûr avant la bouche, c'est ce qu'on observe à ce niveau-là. De quoi est constitué le prostomium? Le prostomium, dorsalement, vers la région dorsale, on va trouver la présence des ocelles. Donc, ce sont des yeux. C'est ce qu'on observe à ce niveau-là. Par exemple, là, nous avons les quatre yeux. On va trouver également les antennes ou les tentacules. Et
ventralement, vers la région ventrale du prostomium, nous allons trouver des palpes gustatives en nombre de 2, donc qui interviennent dans la dégustation, bien sûr, des aliments qu'ils mangent. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le péristomium. Alors, le péristomium, c'est ce qu'on observe ici. Alors, le péristomium, donc péristomium qui entoure la bouche. Donc, il est formé par la fusion de plusieurs segments. Alors, ventralement, donc on va trouver les 4 cires tentaculaires qui sont des organes sensoriels. Il est également pourvu de pièces buccales. Donc là, on peut les voir là, ce sont des mâchoires et nous avons ce qu'on appelle les paragnates, ce sont des petites dents qui se trouvent au niveau de cette trempe qui est dévaginable. D'ailleurs, sur les 2 photos, là, elle est prise au microscope électronique, nous avons la trempe qui est invaginée à l'intérieur. C'est comme le doigt de gant. Lorsqu'il observe, si vous voulez, un animal, puisque ce sont des chasseurs, donc il dévagine, il fait sortir sa trempe avec les mâchoires, il va attraper bien sûr les proies et avec les paragnates, il va commencer à, si vous voulez, triturer les aliments. Alors, chez certaines espèces des annélides telles que les limicoles, c'est-à-dire qu'on les trouve dans la terre surtout humide, alors la tête, elle est peu différenciée, c'est ce qu'on observe ici, on peut la voir à ce niveau-là. Donc, nous n'avons pas de mâchoire comme ce que nous avons vu chez les espèces carnassières. Donc, c'est ce qu'on appelle une bouche inerme, c'est-à-dire elle n'est pas armée de mâchoire et elle est surmontée par un petit lobe, le prostomium. Donc, c'est ce qu'on observe à ce niveau-là. Alors, le tronc ou métastomium. Donc, métastomium, c'est la partie, si vous voulez, médiane après la bouche. Il est formé par un nombre élevé de segments ou de métamères qui sont tous semblables, qui sont identiques. Donc, bien sûr, chez certaines espèces ou certains groupes d'annélides, nous avons les métamères qui présentent de nombreuses soies, comme ce qu'on observe ici et là. Donc, ce sont des soies, bien sûr, qui permettent à l'animal de se déplacer. Ce sont des soies locomotrices qui sont fixées essentiellement sur des expansions tégumentaires. Donc, on peut le voir sur le schéma, comme on peut le voir sur la photo. Et ces expansions tégumentaires, c'est ce qu'on appelle les parapodes. Para, c'est comme podos, c'est pieds en latin, c'est-à-dire des pattes. Donc, ce sont comme des pattes qui permettent à l'animal de se déplacer, surtout pour les espèces carnassières. Donc, on peut les voir sur ces photos-là. Lorsqu'on fait une coupe transversale de ce métamère-là, voilà ce qu'on observe, les parapodes. Donc, on voit que vraiment, ce sont des expansions tégumentaires. Alors, pour certains groupes, donc, on a absence de parapodes, donc comme ce qu'on observe chez ce ver de terre. Il y a uniquement les soies qui sont fixées directement sur les téguments. Donc on peut les voir, regardez les soies, il n'y a pas de parapodes, mais les soies sont crochues, ils sont fixés sur le tégument. Alors pour le pygidium, c'est-à-dire la queue, alors, le pygidium ou telson n'a pas la valeur d'un métamère. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas les sacs célomiques ou la cavité célomique. Donc, on ne pourra pas dire que c'est un métamère. D'accord? Donc, c'est, si vous voulez, la queue de cet animal-là. Et généralement, donc, la partie terminale porte l'anus. Et bien sûr, il y a absence de parapodes. Alors maintenant, nous allons passer à l'organisation interne.
l'organisation interne des métamères qui forment le corps, si vous voulez, de l'annélide est presque semblable. Donc leur anatomie est presque semblable et se caractérise par la répétition de certains organes. D'où le nom de, bien sûr, métamère. Alors, chaque métamère, donc on peut le voir sur cette coupe-là, il est constitué par un épiderme, c'est ce qu'on observe à ce niveau-là, donc c'est ce qu'on appelle, c'est en quelque sorte l'ectoderme. Juste après, nous avons un derme qui est circulaire et sur lequel sont insérés, bien sûr, des muscles circulaires et nous avons des muscles qui sont longitudinaux, les deux types de muscles. Vous voyez que ces organismes-là, étant donné qu'ils se déplacent, ils ont un système musculaire qui est très développé, qui leur permet de se déplacer. Et en plus des muscles longitudinaux, on va trouver les muscles obliques qui permettent, bien sûr, c'est ce qu'on observe ici, le déplacement des parapodes. Alors, nous avons également les sacs célomiques, les deux sacs célomiques au niveau de chaque métamère. Et leur contact se fait au milieu, se fait essentiellement au niveau de l'axe de symétrie de l'animal ou de l'annélide. Alors, le tube digestif, généralement, il est rectiligne. On peut le voir à ce niveau-là, comme on peut le voir là, il est droit et il est complet, c'est-à-dire il contient la bouche et bien sûr l'anus. Alors, cette fois-ci, je parle de tube digestif. Donc, et on va voir aussi par la suite la présence de l'appareil digestif. Nous allons voir tout à l'heure quelle est la différence entre appareil digestif et tube digestif. Donc, je répète, pour les annélides, le tube digestif, il est droit, il est rectiligne et il est complet. Alors, l'appareil excréteur, il est de type néphridien, formé par des néphridies. C'est ce qu'on observe à ce niveau-là. Donc, au niveau de chaque métamère, on va trouver une paire de néphridies qui est bien développée. C'est ce qu'on observe à ce niveau-là. Donc là, nous avons le néphrostome, nous avons, si vous voulez, ce filament qui est vraiment très très long, qui traverse pratiquement tout le métamère. On peut le voir même sur le métamère le métamère qui vient par la suite, donc, et qui permet la collecte, bien sûr, des déchets liquides chez ces animaux-là. Alors, le système nerveux, il est condensé, c'est-à-dire que les ganglions sont très développés, d'accord, et ils sont centralisés au niveau de la région, en quelque sorte, antérieure. Alors, nous avons bien sûr une paire de ganglions cérébroïdes qui sont reliés par un collier péri-œsophagien, d'où part une double chaîne nerveuse et chaque métamère va contenir bien sûr des ganglions. Alors cette chaîne donc va traverser tout le corps de l'animal vers la région ventrale. Et dans ce cas-là, ces animaux, on va les appeler des animaux qui sont hyponeuriens. Hypo, c'est en dessous du tube digestif, donc vers la région ventrale. Et par conséquent, on les appelle des animaux qui sont hyponeuriens. Donc, je répète, pour les annélides, ce sont des pluricellulaires, des animaux métazoaires, triploblastiques, célomates, bien sûr, et qui sont cette fois-ci, hyponeuriens. Nous venons de voir, si vous voulez, la présence de cette chaîne, nerveuse qui est ventrale. Pour l'appareil circulatoire, et d'ailleurs c'est pour la première fois qu'on va étudier cet appareil où il y a apparition de l'appareil circulatoire chez ces animaux-là, parce que tout à l'heure, que ça soit chez les nématelminthes ou les platelminthes, il y avait l'absence de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire. Là, nous avons
donc la présence d'un appareil circulatoire qui est clos, qui est fermé, qui est formé par des canaux qui traversent, qui peuvent être très ramifiés, qui traversent tout le corps de l'animal, donc on peut les voir ici, et dans lesquels, bien sûr, circulent ce qu'on appelle l'hémolymphe, c'est l'équivalent du sang chez, bien sûr, les vertébrés. Alors, on peut le voir, si vous voulez, ce réseau ramifié sur cette photo-là. On peut voir cette couleur rougeâtre au niveau de l'hémolymphe. Donc, et on peut le voir également. Donc, ils sont très ramifiés et ça irrigue en quelque sorte tous les organes. Pour l'appareil respiratoire, étant donné que ce sont des organismes qui sont soit aquatiques, soit on les trouve sur la terre humide, donc ils respirent à l'aide de branchies, pour le cas où les espèces sont aquatiques, comme ce qu'on observe ici. Donc les branchies, on peut les voir sur les parapodes. Donc, et on peut avoir des espèces qui respirent à travers les téguments. Donc c'est une respiration qui est tégumentaire. Alors, pour les particularités biologiques des annélides, les annélides sont généralement des animaux qui sont gonocoriques. Donc, généralement gonocoriques, c'est-à-dire à sexe séparé. Mais certains sont hermaphrodites, c'est comme le cas de la sangsue, donc cet ectoparasite qui présente à la fois l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle. Alors, les annélides se caractérisent par une reproduction sexuée et une reproduction asexuée. Alors, pour le développement embryonnaire de ces organismes-là, ils donnent naissance à une larve nageuse qu'on appelle la larve trochophore. Alors, cette larve trochophore, elle est munie de cils. Au niveau où nous avons une touffe qui est apicale, on peut la voir ici, et nous avons bien sûr des cils qui se trouvent vers la région médiane de la larve, qui permettent à cette larve de se déplacer. Alors, pour la fécondation, elle est généralement externe. Donc, nous avons, l'ovulation se fait à l'extérieur, les œufs sont déposés par la femelle, et puis ce sont lorsque le mâle dépose les spermatozoïdes, ils viennent pour féconder, bien sûr, se déplacent pour féconder les ovules. Alors, la majorité des polychètes sont ovipares, c'est-à-dire ils pondent des œufs, mais il existe quelques formes qui sont vivipares, c'est-à-dire qui donnent des espèces qui sont vivantes. La reproduction, cette fois-ci asexuée, elle se fait de deux manières. Soit par bourgeonnement comme ce qu'on observe sur ce schéma-là. Donc nous avons, là c'est un métamère en coupe transversale qui commence à bourgeonner, parfois il se gonfle et il commence à bourgeonner des annélides comme ce qu'on observe sur les photos là jusqu'à l'obtention bien sûr d'un individu entier. Soit il peut se faire par régénération. Donc là nous avons on peut avoir une division au niveau, une scissiparité au niveau par exemple du lombric, et puis après chaque partie va régénérer la partie manquante. Donc la reproduction asexuée peut se faire par bourgeonnement et par régénération. Alors pour la classification, l'embranchement des annélides est subdivisé en gros en trois classes. Nous avons la classe des polychètes, la classe des oligochètes et la classe des achètes. Kétos en latin veut dire soi, poly c'est plusieurs. Donc là nous avons la présence de plusieurs soies qui sont fixées généralement sur des parapodes. Ce sont généralement des espèces qui peuvent être carnassières dont la tête est très bien développée. Nous avons la classe des oligochètes. Oligo c'est peu de soies, donc ça c'est le ver de terre. Le ver de terre dont les soies sont fixées directement sur le tégument. Il y a peu de soies sur ces organismes-là. Et la dernière classe, c'est la classe des achètes.
Alors, les aquettes, ce sont, comme je vous ai dit, des ectoparasites. A, c'est privatif, c'est sans. Donc, sans soie, il n'y a pas de soie. Le nombre de métamères, il est fixe. Et il se caractérise par la présence de deux ventouses, une ventouse antérieure et une ventouse postérieure qui permettent à l'animal de se fixer sur leur hôte. Et bien sûr, ils peuvent contenir des mâchoires, chose que vous allez voir en détail en phonistique. Je vous remercie pour votre attention et l'embranchement prochain sera l'embranchement des mollusques.